Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur ce premier jour du Forum international de la cybersécurité. Première journée en ce mercredi et premier intervenant avec ces messieurs qui viennent nous présenter chez Wavestone l'EDR Sandblast, un outil pour repérer et contourner les mécanismes de détection EDR. Je vais vous laisser la parole afin d'abord de vous présenter et de donner l'emplacement de votre stand sur le salon. Le format est assez simple, il dure 30 minutes, la présentation se fera et puis aux alentours de 25 minutes, je remonterai sur scène afin de pouvoir partager des questions-réponses, 5 minutes peut-être en fonction de la présentation. Et ensuite, l'échange entre le public intéressé et puis Sandblast pourra se faire sur leur stand. Je vous laisse donc préciser où se trouve l'emplacement de Wavestone et je vous souhaite bonne conférence. Merci de votre visite, à tout à l'heure. Merci pour l'introduction. Du coup, le stand Wavestone est à 3, si je ne dis pas de bêtises, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions à la fin de la présentation, si vous en avez bien sûr. Du coup, donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce Hacking Lab au FIC. Donc, comme introduit, on va vous parler d'EDR Sandblast, qui est un outil qu'on a développé avec Maxime, si présent. Donc, on travaille tous deux à Wavestone dans la partie cybersécurité et plus particulièrement dans la division audit et réponse à incidents. En 2 mots sur la jeunesse du projet, je vais assez vite parce qu'on n'a que 30 minutes et la présentation est assez chargée. Donc du coup, en 2 mots sur la jeunesse du projet, à l'origine, l'objectif était d'améliorer nos capacités lors de tests d'intrusion et plus particulièrement d'opérations Red Team, notamment vis-à-vis du fait que les EDR sont de plus en plus prévalents aujourd'hui dans les systèmes d'information de nos clients. Bon, ça fait quelques années maintenant et il n'y a qu'à voir aujourd'hui les efforts de communication, par exemple, déployés au FIC pour se rendre compte que c'est pas prêt de s'arrêter dans le futur. Donc EDR Sandblast est un outil écrit en C, donc un outil plutôt bas niveau qui permet de détecter et, alors si activé, de contourner les mécanismes de détection des EDR. C'est quelque chose qui est implémenté à la fois en tant qu'utilitaire en ligne de commande et aussi en librairie statique. Donc si jamais vous voulez inclure dans votre projet offensif des capacités de contournement des EDR, c'est quelque chose qui peut être fait. Il suffit en quelque sorte d'importer la librairie, enfin la bibliothèque, pour pouvoir ensuite faire appel aux fonctions mises à disposition pour désactiver, enfin énumérer et potentiellement désactiver les mécanismes de détection EDR. Oui, c'est vrai. Avant de poursuivre, juste pour information, dans nos slides, on a bien sûr des screenshots de démos. Vous verrez peut-être le nom d'une solution ou d'une autre. Il ne faut vraiment pas se focaliser dessus parce qu'en fait, les concepts qu'on va vous décrire là, ils sont valables pour tous les EDR, puisque, enfin, en tout cas sur Windows, parce que les mécanismes sont communs, il n'y a pas le choix. Donc, aucune vulnérabilité propre à un produit EDR a été exploitée pour représenter ce qu'on vous montre là. Et il existe aussi des méthodes de détection. Donc, voilà, ne tirez pas de conclusions trop hâtives sur le produit que vous risquez de voir mentionner. Ok, donc en fait on part, afin de présenter l'outil et son utilité, on va partir d'un cas de base, d'un use case. L'idée c'est qu'en tant qu'attaquant, vous allez vouloir dumper la mémoire du processus LSAS qui contient des secrets sur une machine Windows. Donc généralement, historiquement, ça se fait. Il y a un grand nombre d'outils ou de techniques qui permettent de le faire. Les plus basiques sont affichés ici. Procdump de la suite sysinternals ou des lignes de commande built-in qui permettent de dumper la mémoire d'un processus. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque votre outil, la technique que vous employez pour dumper un processus s'exécute. Qu'est-ce qui se passe réellement sur la machine? Première étape, l'exécutable que vous allez utiliser va démarrer. Et du coup, l'image correspondant à l'exécutable va être chargée par le système d'exploitation. Le processus en tant que tel va être créé. Et du coup, le thread principal va démarrer. Ensuite, votre outil va aller ouvrir le processus LSAS pour pouvoir interagir avec lui. Donc, il va y avoir des appels, par exemple, à l'API Windows Open Process. Par la suite, l'outil va essayer de lire successivement les ranges mémoire du processus LSAS. Donc on va avoir potentiellement des appels à des fonctions type read process memory, encore une fois l'API Windows. Et ensuite, votre outil va probablement écrire le résultat du dump sur un fichier pour qu'il puisse être extrait par l'attaquant.
par l'auditeur, l'attaquant, comme vous voulez. Et du coup, il y a des opérations de création de fichiers et d'écriture de fichiers qui vont être réalisées. La grande question, c'est, à votre avis, à quel moment l'EDR va se rendre compte de l'action et détecter la malveillance? Bon, la réponse est simple. En fait, à toutes les étapes, l'EDR va pouvoir avoir une vision sur ce qui se passe. Et on va vous expliquer pourquoi. Alors effectivement, donc vraiment à toutes les étapes, et dès la création du processus, l'EDR va être notifié par le kernel Windows du démarrage d'un process. Donc là, en l'occurrence, d'un processus, parce que ça va être le démarrage de l'exécution, mais ça peut être aussi le cas pour la création de thread ou le chargement de bibliothèques dynamiques. Donc l'EDR va avoir une notification par le kernel de l'opération. Et ça, c'est fait au travers de ce qu'on appelle les kernel callbacks, donc qui sont des choses qui sont implémentées par Windows et mises à disposition des drivers EDR. Donc, c'est pas non plus. Enfin, il y a des prérequis pour pouvoir avoir accès à ces callbacks. Et ça passe par l'enregistrement au travers de 3 fonctions. Donc là, par exemple, ici, il y a la PS7 Create Process Notify Routine. Et donc, c'est la fonction qui va être appelée par l'EDR pour pouvoir enregistrer son callbacks auprès du kernel. Une fois que cet enregistrement est fait, en fait, une fonction de l'EDR va être introduite dans un tableau côté mémoire kernel pour que lors d'une opération, donc on le disait, création de processus, création de thread ou chargement d'image, une fonction de l'EDR, donc dans l'espace mémoire du driver de l'EDR, va être appelée. Vous avez ici les prototypes des fonctions telles qu'elles peuvent être implémentées par les EDR. Donc vous avez par exemple, si on prend juste un exemple de celle de création de process, il y a 2 fonctions possibles. Donc la première, on voit qu'elle prend en paramètre une handle sur le parent process, une handle sur le process qui va être créé, et si le process est créé ou non. La deuxième fonction prend en plus une structure avec un peu plus d'informations. Mais comme vous pouvez le voir, c'est des fonctions qui ne fournissent pas énormément d'informations à l'EDR. Ça va juste, en fait, de manière assez basique, informer l'EDR de la création du processus. Par contre, pour récupérer plus d'informations et déterminer si cette création de processus est malveillante, là, ça va être un travail qui va devoir être implémenté côté EDR. Donc sur la base de cette notification, il va y avoir du coup un fonctionnement propre à l'EDR et spécifique à chaque produit pour traiter, en fait, voilà, pour voir qu'est-ce qui est fait de cette information de création de process. Donc création de process, de thread ou de chargement de bibliothèque. Donc côté EDR Sandblast, donc on énumère les fonctions qui sont enregistrées dans ces 3 tableaux. Donc vous pouvez voir ici les énumérations donc, des 3 tableaux qui sont réalisés, et on peut voir les drivers qui sont enregistrés avec leur callback dans ces tableaux. Donc on verra par la suite ce qu'on peut faire de cette information et comment est-ce qu'on peut s'en servir pour contourner le produit. Et voilà, de manière un peu plus spécifique ici, on peut voir que donc il y a un driver d'EDR qui est enregistré, un driver d'EDR avec plusieurs fonctions qui sont enregistrées dans chacun des tableaux. Ok, une fois que le processus est créé, l'EDR, en plus d'être au courant de la création du processus et regarder si le contexte de création a l'air légitime, il va être aussi en mesure à ce moment-là d'injecter ses propres bibliothèques à l'intérieur de l'espace mémoire du processus qui est créé. Donc on va revenir sur le sujet un peu plus tard. Mais en gros, ça se matérialise par à chaque création de processus. Donc ici, on a dans un debugger exécuté le processus Notepad, et on voit qu'on a l'EDR qui injecte sa DLL dès le démarrage du processus dans l'espace mémoire du process, et du coup qui charge cette DLL. Ok. Donc on a vu les kernel callbacks, ce n'est pas les seuls callbacks qui sont mis à disposition des EDR. Il va y avoir sur d'autres opérations, donc cette fois sur la création d'undle. Donc les undles, c'est lorsqu'un processus fait accès à la mémoire d'un autre processus. Donc il va y avoir, ça va passer au travers de la création d'un undle notamment sur l'objet de destination. Donc c'est pas seulement les processus, mais dans notre cas de dump de mémoire LSAS, ça va être du coup le processus LSAS en destination de l'ouverture d'undle. Il va y avoir d'autres callbacks qui vont pouvoir être utilisés par les EDR, qui vont en fait
de manière similaire à ce qu'on avait vu les kernel callbacks pour la création de processus de thread et de chargement dynamique de librairie, notifier l'EDR du fait qu'un handle est ouvert sur un processus distant. Donc ça va notamment permettre à l'EDR de voir qu'un processus tente d'accéder à la mémoire du processus LSAS. Ce qui est un comportement, alors pas forcément illégitime par nature, mais qui peut quand même, enfin qui mérite d'être investigué par l'EDR. Donc c'est en fait vraiment ce qui va permettre à l'ED1 de monitorer en quelque sorte cet appel open process, donc ce qui peut être fait aussi via le hooking, mais en résultant de cette opération, il va y avoir aussi les register callbacks. Donc, comme je le disais, voilà, ça reprend un petit peu les informations déjà présentées. C'est des choses qui, de manière similaire aux kernel callbacks, ne sont pas particulièrement documentées. Donc, c'est des choses voilà, qui sont développées dans le kernel Windows, mais pas forcément documentées dans la documentation Microsoft. C'est implémenté, donc, contrairement au kernel callbacks, qui est implémenté via des tableaux, là, c'est implémenté via des listes doublement chaînées. Après, le processus, le fonctionnement reste assez similaire en nature. Et donc on voit aussi ici les routines qui peuvent être implémentées par les EDR pour pouvoir être notifiées de l'opération. Et on voit notamment qu'elles prennent en paramètre une structure qui informe donc du processus de destination, enfin de l'handle du processus de destination et le masque d'accès demandé, donc ce qui permet de voir en fait si c'est une opération qui va notamment permettre de lire la mémoire du privilège, de terminer le processus, etc. On a ici donc pareil une capture d'écran de l'exécution de DR Sandblast qui va lister donc dans la liste doublement chaînée les callbacks encore une fois du même EDR, donc on retrouve le même driver EDR et on voit que alors cette fois il y a un petit peu moins d'enregistrements que dans les tableaux de kernel callbacks. Là il y a moins de produits qui sont enregistrés, mais on retrouve bien notre driver EDR. Et troisième mécanisme, donc toujours natif Windows, qui peut être utilisé par les EDR. C'est un mécanisme qui est plus récent, qui est alors relativement plus récent, hein, parce que ça existe depuis quelques années maintenant. Et c'est quelque chose qui a été mis à disposition par Microsoft pour pallier un petit peu au manque d'informations qui étaient disponibles via les deux mécanismes précédents, où il y avait quand même beaucoup de code de l'EDR qui devait être implémenté pour pouvoir étudier l'opération, déterminer si elle était malveillante, etc. Là, c'est un mécanisme qui se rapproche plus de ce qu'on retrouve classiquement sur Windows au niveau des journaux d'événements. Donc, tout ce qu'on peut retrouver dans les EVTX, par exemple. Ça passe par un provider ETW de la même nature. Sauf que celui-ci est vraiment dédié aux produits de sécurité de type antivirus EDR. Parce qu'il faut vraiment être, enfin voilà, il faut que le driver utilisé pour souscrire à ces journaux d'événements soit signé en tant que Early Launch Anti-Malware, donc qui est quelque chose qui peut être accessible uniquement après qualification auprès de Microsoft. Et ce provider ETW Threat Intelligence va générer des événements, donc des choses assez détaillées lors d'opérations. Donc, par exemple, dans le cas du dump de mémoire du processus LSAS, on va avoir la MI Read-Write Virtual Memory, qui est en quelque sorte la fonction côté kernel qui est appelée par le Read Process Memory. Et donc, on va avoir un événement qui va être généré côté kernel de cette opération. Ce n'est pas la seule fonction qui est supervisée au travers du provider ETWTI. Il y en a plusieurs. Alors là, c'est une liste qui avait été extraite il y a à peu près 1 an maintenant. Donc il y en a sans doute plus aujourd'hui, parce que c'est des choses qui sont activement développées par Microsoft. Donc voilà, on peut voir notamment que donc, il y a aussi tout ce qui va être, par exemple, des fonctions qui sont liées à l'injection de process. Donc, par exemple, setContextThread ou QUserAPC. Tout ça, c'est en fait des fonctions qui sont habituellement, enfin, de manière générale, qui peuvent être utilisées par les outils offensifs, par les malwares. Donc voilà, il y a vraiment un travail côté Microsoft de mettre à disposition des événements pour les produits de sécurité pour qu'ils puissent analyser les comportements lors de ces appels à ces fonctions.
comment ça se matérialise? En fait, c'est assez simple, hein. Côté kernel Windows, donc là par exemple pour le read-write virtual memory, on va voir qu'on a un appel assez rapidement dans la fonction à la fonction de journalisation qui du coup va générer son événement. Et si on regarde un petit peu plus dans le détail, donc là on a un extract XML des données fournies. Donc bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même beaucoup plus d'informations fournies nativement à l'EDR que ce qui pouvait être fourni via les callbacks. Donc l'EDR va quand même pouvoir implémenter, enfin, d'une part s'en servir pour remonter de la télémétrie, donc de la télémétrie assez brute côté console, mais aussi pouvoir faire un travail de génération d'alerte sur ces appels-là en se basant uniquement sur les données fournies par l'événement. Donc voilà, là typiquement on va retrouver quel est le processus qui réalise l'écriture de mémoire, quel est le processus cible, quelle est la taille écrite, etc. etc. Donc côté EDR Sandblast, là on a juste la démonstration en quelque sorte qu'on est capable d'aller voir dans la mémoire côté kernel si le provider est activé. Alors bon, c'est pas forcément intéressant de voir qu'il est activé parce qu'il est activé par un défaut, mais voilà, c'est ceci quelque chose qui permettra par la suite de le désactiver. Et juste un point sur ce ETW Threat Intelligence, contrairement au callback qui pouvait être utilisé pour bloquer l'opération, les événements fournis ne peuvent pas être utilisés pour bloquer l'opération, parce qu'il va y avoir notamment, d'une part parce que c'est généré en même temps que l'opération réalisée, et parce qu'il va y avoir un petit délai entre le moment où l'événement va être réceptionné en quelque sorte par l'EDR et où l'opération aura été réalisée. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé à des fins de détection, potentiellement aussi de blocage ou de remédiation a posteriori. Par exemple, si on se rend compte qu'un processus a fait un appel malveillant, terminer ce processus, mais ce ne sera pas des choses qui vont permettre de bloquer l'opération en elle-même. Donc il y a notamment des EDR qui ne permettent pas d'avoir des fonctions de blocage. Ça peut s'expliquer parce qu'ils consomment uniquement ces événements-là sans forcément faire usage des kernel callbacks ou des hookings. Ok, donc pour la dernière partie, à partir du moment où votre outil de dump mémoire va vouloir écrire le fichier sur le disque, de manière assez similaire à ce qui a été présenté précédemment, l'EDR a également pu enregistrer ce qu'on appelle un driver mini filter avec la fonction, donc l'API kernel qui est présentée ici. Et en fait, l'objectif de cette API, encore une fois, ça va être que l'EDR soit notifié à chaque opération d'IO, donc écriture de fichier, lecture de fichier. Et donc voilà, chacune de ces opérations-là, l'EDR côté kernel va être notifié des opérations. Et par exemple, une fois le fichier de dump écrit sur le disque, va pouvoir tout de suite mettre un peu en pause l'opération d'écriture et analyser le début du fichier et se dire « Ah, ce fichier-là, c'est un fichier de dump mémoire et ça a l'air de correspondre à un dump de LSAS, donc flaguer le comportement. » Voilà. Également, en complément de tous ces mécanismes qui sont principalement côté kernel, il existe aussi d'autres mécanismes de supervision qui sont employés par les EDR, qui sont cette fois côté userland. Donc comme on a précisé au début de cette fresque-là, au moment où un processus est créé, l'EDR vient charger sa DLL à l'intérieur de l'espace mémoire du processus. Et en fait, cette DLL va aller, dès son chargement, aller placer des hooks. Donc je vais définir la notion de hook juste après, mais placer des hooks sur un ensemble de fonctions offertes par les API Windows afin de pouvoir monitorer les appels à ces fonctions-là. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un de ces hooks va être déclenché, l'EDR va être en mesure d'intercepter l'appel, d'analyser les différents arguments de l'appel et le contexte de l'appel, et essayer de déterminer si l'appel est légitime ou non, ou en tout cas journaliser, générer de la télémétrie liée à ces appels de fonction. Donc si on rentre dans le détail un peu technique, ici donc, vous avez un écran, enfin, vous avez une vue de la bibliothèque ntdl.dll qui est une bibliothèque qui est prévalente, qui est chargée dans tous les process sous Windows. Et donc à gauche, on a la version une fois chargée en mémoire et à droite la version qui se trouve sur le disque. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que
sur une certaine fonction, on voit que le début de la fonction, donc là en fait on a la fonction read virtual memory qui permet à un processus de lire la mémoire d'un autre processus, et on voit que le début de cette fonction, donc ce qui est matérialisé en orange ici, a été modifié. Donc ça c'est la version originale, et ça a été modifié à l'exécution. Et donc en fait ce qu'on observe, c'est que l'EDR a placé ce qu'on appelle un hook ici, c'est-à-dire qu'en fait dès que la fonction va être exécutée, le flow d'exécution va être redirigé vers une fonction de l'EDR. Donc c'est ce qui est symbolisé par ce jump. Et du coup, l'EDR va reprendre la main, analyser les appels, les arguments qui sont liés à cet appel de fonction, et à la fin, revenir sur la fonction originale et terminer l'exécution normalement. Donc voilà comment fonctionne un hook vraiment au plus bas niveau possible. Donc maintenant qu'on sait comment les EDR se charge de monitorer l'ensemble des événements qui sont générés par un processus ou par l'activité d'un processus, on va voir comment les contourner. En fait, ça va être assez simple. Enfin, assez simple. C'est-à-dire que ça va être assez transparent de se dire que si on est en mesure de détecter les hooks, par exemple ce qu'on a présenté juste avant, il suffit par exemple de comparer le contenu d'une DLL qui se trouve sur le disque avec sa version qui est chargée en mémoire. Et si on voit des différences en termes de code, on peut se dire que ces différences peuvent être liées à l'introduction de modifications par l'EDR lui-même, donc l'introduction de hooks. Donc comparer ces différents codes-là peut permettre de détecter automatiquement des hooks. Et finalement, pour les supprimer, ces hooks-là, il suffirait de restaurer le contenu original, donc encore une fois qu'on trouve sur le disque, et le restaurer en mémoire à l'endroit où est chargée la DLL, par exemple, qui contient une fonction qui est hookée. Néanmoins, pour pouvoir réécrire du code en mémoire, il va falloir aussi faire appel à des fonctions des API du système d'exploitation qui permettent de changer les protections sur la mémoire, par exemple, telles que NT Protect Virtual Memory. Le problème, c'est qu'on a un peu un problème de fait pool, c'est que cette fonction-là, elle-même, elle a des chances d'être elle-même hookée, monitorée. Donc on a un problème de fait pool. Donc on répond à ce problème par différentes solutions dans notre outil. Donc il existe différentes méthodes pour appeler par exemple NT Protect Virtual Memory sans se faire détecter. Donc on a noté quelques méthodes ici. Une méthode qui est relativement connue dans le monde de l'offensif, c'est utiliser les direct syscalls, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le code qui se trouve dans la DLL, en fait on va le réimplémenter en assembleur nous-mêmes entre guillemets dans notre processus attaquant pour pouvoir faire un appel à cette fonction, à cet appel système, sans passer par la version qui est monitorée déjà présente en mémoire. Également, ce qu'on peut faire pour éviter de toucher le disque, entre guillemets, à regarder les DLL qui sont présentes sur le disque, qui peut aujourd'hui être considéré par les EDR comme potentiellement des méthodes d'évasion, on a des techniques qui permettent aussi d'aller télécharger directement sur les serveurs de Microsoft, sur les serveurs de symboles Microsoft, directement les versions originales des DLL qui sont chargées dans notre propre espace mémoire. Et comme ça, sans toucher au disque, on est capable de comparer ce qui est présent en mémoire et détecter ce qui est légitime et ce qui a été introduit par l'EDR en termes de monitoring. En termes donc pour notre outil, pareil sur les détections de hooks, ça se présente comme ça. En fait, EDR Sandblast va être en mesure de lister l'ensemble des DLL qui sont chargés par lui-même, donc qui sont dans son espace mémoire, et va aller regarder sur chaque début de fonction, se dire ok, est-ce qu'il y a une modification qui a été introduite, et du coup détecter automatiquement comme ça l'ensemble des fonctions qui sont monitorées par l'EDR. Et de manière symétrique, quand il détecte une modification, on va être aussi en mesure de supprimer les hooks tout simplement en restaurant le contenu original de la DLL à ces endroits-là, comme mentionné précédemment. Donc on a vu comment contourner les hooks, donc, qui sont des choses côté espace mémoire utilisateur, côté userland. Maintenant, il reste quand même donc les callbacks, que ce soit sur les créations de processus, les handles, et aussi le provider ETWTI. Donc si on s'attaque au kernel callbacks, on peut faire plusieurs choses. Donc déjà, il faut savoir où ils sont.
Donc ça, on le verra par la suite, comment est-ce que c'est implémenté côté EDR Sandblast. Mais une fois qu'on connaît l'emplacement du tableau en mémoire kernel, il suffit d'énumérer les fonctions qui sont enregistrées dans ces tableaux et de réécrire les pointeurs sur les fonctions EDR pour qu'il y ait, du coup, comme si l'EDR ne s'était jamais enregistré auprès des kernel callbacks. C'est un petit peu plus compliqué pour tout ce qui va être callbacks sur les handles, parce que du coup, c'est pas un tableau qui est plus simple à parcourir, mais une liste doublement chaînée avec une structure complètement non documentée. Mais voilà, une fois que les offsets en quelque sorte sont connus, donc déterminer la taille de la structure, déterminer où se situent les champs au sein de la structure pour activer ou désactiver le callbacks, il suffit de parcourir cette liste doublement chaînée pour désactiver tout ce qui va être callback sur handle. Donc là, on a un extrait ici de la désactivation donc des kernel callbacks et des callbacks sur handle. Donc on peut voir que EDR Sandblast identifie correctement le driver de l'EDR et supprime, alors de manière temporaire potentiellement pour derrière restaurer les fonctionnalités de monitoring, mais supprime le pointeur sur la fonction qui est en espace mémoire du driver EDR. Hop. Pour faire ça, on a donc deux besoins. Le premier, ça va être de savoir où écrire. Le premier, ça va être de savoir, d'être en capacité d'écrire dans la mémoire noyau. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites au travers d'un driver. Pourquoi? Parce que les drivers en fait sont chargés par le noyau Windows et partagent le même espace mémoire. Donc n'importe quel driver, n'importe quel pilote, une fois installé, est en mesure d'écrire la totalité de la mémoire du kernel Windows. Alors, et en capacité de le faire, après, voilà, il y a quand même un mécanisme qui s'appelle patchguard. Donc si jamais l'écriture est faite de manière incorrecte ou de manière un peu trop directe, on va dire, il peut y avoir un bug et du coup un crash complet du système. Mais en tout cas, un driver est en mesure d'écrire dans la mémoire du noyau Windows. Comment est-ce qu'on peut obtenir ce chargement du driver? Alors il faut savoir que depuis 2015, il faut maintenant que les drivers passent par un processus de certification auprès de Microsoft. Donc ce processus n'est pas forcément parfait, mais en tout cas un driver qui serait de manière complètement, qui apparaîtrait comme étant complètement illégitime, complètement malveillant, ne passerait vraisemblablement pas ce processus de certification. Par contre, ce qui peut être utilisé, ce qu'on utilise côté EDR Sandblast, mais ce qui est aussi utilisé par les attaquants aujourd'hui, c'est de faire usage de drivers vulnérables, voilà, de drivers officiels qui ont été certifiés, qui sont mis à disposition par des éditeurs reconnus. Notamment, il y a eu le cas dans un driver fourni par Dell il y a un an et demi. Mais des drivers qui, malgré le fait qu'ils soient légitimes, sont vulnérables et permettent d'obtenir ces primitives de lecture et d'écriture arbitraire dans la mémoire kernel. Donc, on supporte 2 drivers actuellement dans EDR Sandblast. Après, c'est quelque chose qui a été implémenté de manière assez modulaire pour pouvoir permettre leur ajout, si jamais, par la suite, le support d'autres drivers en quelque sorte. Donc ça, être en mesure d'écrire dans la mémoire du noyau, c'est la première étape, c'est indispensable. La deuxième étape, ça va être de savoir où écrire dans la mémoire du noyau, parce que comme je le disais, si l'écriture est réalisée au mauvais endroit, ça peut créer un bug et du coup un écran bleu de la mort, qui est quelque chose qu'on avait quand même de manière assez récurrente lors du développement de l'outil initialement. Pour s'assurer d'écrire au bon endroit, parce que c'est un outil qui est utilisé en production, sur des systèmes clients, parfois critiques, etc. Donc causer un tel bug et un tel crash du système n'était pas quelque chose d'acceptable pour nous. Donc pour s'assurer d'écrire toujours au bon endroit, on passe par des offsets, donc vraiment en connaissant l'endroit exact dans la mémoire du noyau où écrire, alors que d'autres outils peuvent utiliser de ce qu'on appelle un peu du pattern matching, donc d'identifier dans les structures quelles sont les suites de bytes assez récurrentes et du coup faire un scan de la mémoire pour identifier les structures via ce pattern matching. Mais ce qui est quelque chose quand même qui peut être faillible, notamment parce que les structures évoluent, etc. Donc pour s'assurer vraiment d'être en mesure d'écrire toujours au bon endroit, on passe par des offsets, ce qui est un peu une limitation de l'outil, mais une limitation quand même volontaire. Donc aujourd'hui, on supporte plus de 450 versions du noyau Windows. Donc ça, on a été en mesure de coder un petit script pour récupérer des versions NTOS kernel et de récupérer ces offsets de manière automatisée.
relativement récemment, on supporte aussi le téléchargement d'un fichier de symbole depuis le site de Microsoft pour faire cette récupération d'offset de manière dynamique. Mais c'est quelque chose qui nécessite que l'endpoint ait accès à Internet. Alors, je vois qu'on est pressé par le temps, donc je vais passer très rapidement. Pour tout ce qui est provider threat intelligence, en fait, de manière similaire, on va désactiver le provider en mémoire kernel. Donc, il n'y aura plus aucun événement qui sera généré le temps de la désactivation. Voilà, donc l'outil est disponible sur GitHub, sur le GitHub Wavestone CDT. C'est un outil complètement open source qui est à la fois disponible en utilitaire de command line et en bibliothèque statique. Donc voilà, il y a pas mal de données, le README est assez fourni. Donc si jamais vous voulez creuser un petit peu plus, aller un peu plus loin, il y a pas mal d'informations ici. Et il y a eu aussi 2 articles MISC qui ont été écrits en 2021. 2022, enfin voilà, qui sont disponibles aussi si vous voulez aller un peu plus loin aussi, et donc des articles en français. Les articles sont librement accessibles du coup. Pardon, il reste quelques petites minutes, on va passer aux questions-réponses. Je vais prendre un de vos 2 micros et me diriger au public si quelqu'un souhaite poser une question. Ah oui, bravo, bien. Vous êtes les premiers à inaugurer le Hacking Lab ce matin sur cette session du FIC 2023. Une question, oui, je vous en prie. Je vais vous passer le micro. Bonjour, Frédéric Rodriguez. J'avais une question par rapport au driver, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà chargé dans la mémoire Windows ou il faut le charger? Alors non, il faut le charger en tant qu'attaquant. D'ailleurs, la classe d'attaque s'appelle Bring Your Own Vulnerable Driver. Donc tout est dans le titre. En fait, l'idée, c'est que l'attaquant va venir avec le fichier de driver, le charger lui-même. Le chargement va être autorisé parce que le driver est signé. Malgré qu'il soit vulnérable, il a quand même été émis par un éditeur légitime. Et une fois qu'il est chargé, il va pouvoir exploiter la vulnérabilité qui est dedans pour obtenir sa primitive de lecture-écriture. Donc c'est des événements qui peuvent être monitorés, le chargement de driver, et surtout le chargement de driver connu comme étant malveillant. Donc c'est là qu'est le principal point de détection pour l'EDR ou pour n'importe quelle solution de sécurité, point de détection ou même de blocage. Voilà, il y a des mitigations qui existent aussi pour mettre en place des blocklists qui empêchent le chargement de drivers connus comme étant malveillants. Ok, merci. Je vous en prie. Je vous remercie pour cette question. Malheureusement, les conférences s'enchaînent. Nous allons être un petit peu pressés par le temps. Je vais redonner la parole afin que vous puissiez préciser où se trouve le stand de Wavestone. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés à poursuivre la discussion et les questions, cela se passera en stand À 3. à 3. Merci beaucoup, messieurs, dames, et bon forum à tous. Merci beaucoup.